bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Merci pour m'avoir invité et me donner l'occasion donc de venir vous parler un petit peu de nos travaux de recherche. Alors, honoraire, ça veut dire à la retraite. Donc, effectivement, j'ai fait 15 ans, 16 ans en neurosciences et puis j'ai quitté les neurosciences pour diverses raisons, pour aller en sciences d'éducation. Alors, évidemment, j'ai dû en profiter pour faire de nouvelles synapses. Olivier Vossler nous a rappelé que changer d'environnement est une occasion justement de construire des nouveaux circuits, mais également parce que, étant enseignant, j'avais remarqué que le cerveau, travaillant sur la plasticité, moi aussi, j'avais pu voir que le cerveau était extrêmement plastique, le cerveau humain, l'étant également. Les représentations de mes étudiants semblaient beaucoup moins plastiques. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus difficile de faire changer une idée à quelqu'un, notamment à mes étudiants. Et quand j'avais des enseignants en formation, c'était aussi la même chose. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui joue différemment. Et donc je me suis intéressé à l'apprentissage. Et très rapidement, je vais être dans des recherches qui vont étudier les liens entre la violence à l'école et l'échec scolaire. Alors le plan que j'ai fait un peu en aveugle, puisque je n'étais pas là avec vous ce matin, ça m'a passionné la matinée, peut-être que je ferai un autre PowerPoint si je devais le faire maintenant, mais je vais quand même vous le proposer comme je l'ai conçu parce que je n'ai pas le temps de le refaire. C'est une première partie où je vais vous décrire une recherche faite en France et au Canada qui décrit avec 7 tests différents, il y a 300 variables, mais je vais vous en présenter que 3, qui fait un portrait de l'élève désigné comme violent par les enseignants en France et au Canada. La deuxième question de recherche, on la prendra également, c'est la question de la réversibilité, qui d'ailleurs avec un cerveau plastique, ça va de soi, que ça soit réversible, mais encore fallait-il pouvoir le montrer. Et essayons de comprendre aussi pourquoi c'est réversible, c'est-à-dire quel est le rôle du cerveau là-dedans, et comment ce qu'on a proposé aux élèves, des ateliers de communication, ont pu utiliser des propriétés latentes du cerveau. Alors je rentrerai un peu dans le détail, mais en même temps pas trop, donc ça va aller vite, ça va paraître, je pense, un peu dense. C'est 7 indicateurs qui permettent donc d'avoir des feedbacks sur son activité de penser, son activité de ressentir, son activité de percevoir, et on a appelé ça « penser ce que l'on ressent » et sentir ce que l'on pense. Et je terminerai par un exemple qui montre qu'il est possible d'éduquer une pulsion qui est l'agressivité et donc de permettre à un sujet, avec 3 systèmes de motivation, donc c'est un sujet qui est complexe, c'est-à-dire chacun d'entre nous, de pouvoir s'autoréguler. Et derrière pouvoir s'autoréguler, c'est d'avoir un petit peu de liberté. Dans le but aussi de prévenir la violence. Donc la première question, je prends donc ce fil directeur là, pendant la petite heure où je vais être avec vous, de suivre un petit peu les questions de recherche dans l'ordre qu'on les a eues. La première question, c'était qui nous a été demandée par 2 ministères en France, et on a dû s'allier avec une équipe canadienne parce qu'on n'avait pas toutes les compétences dans notre labo. C'était en quoi consiste le phénomène de la violence chez les jeunes, et ça a commencé dans les années 1994. Alors, je ne fais pas un descriptif très long de la recherche, si ce n'est qu'on a demandé dans différents établissements en France de nous repérer des élèves qui seront donc désignés comme violents, et puis à côté de nous désigner des élèves comme non violents, mais qui soient du même âge, même sexe, même milieu social d'origine, et également même niveau scolaire. Donc en France, on va avoir 2 groupes, en gros, un groupe d'élèves désignés comme violents, un groupe désigné comme non violents, et même chose au Canada. Et ce qu'on voulait, c'était neutraliser les variables sociologiques pour qu'il n'y ait qu'une chose qui diffère, l'un fonctionne de manière violente et l'autre pas. Alors, la première chose qui est ressortie dans les tests, c'était une agressivité mesurée par le test d'Achenbach extrêmement forte. Plus de 60% dépassent le seuil pathologique qui est à 95 sur 100. Donc
95 sur 100, vous voyez, si on dépasse 95 sur 100 d'agressivité, vous pouvez imaginer comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a comme comportement? Des lancers de pierres, des élèves qui se mettent à plusieurs pour en frapper un autre, insultes, bref, tout ce qu'on peut trouver, imaginer. Et une petite différence au niveau du Canada, puisque chez les non-violents canadiens, il y en a 0% qui sont au-delà de ce seuil pathologique en agressivité, alors qu'en France, il y en a un petit peu. Alors, la première chose que je vous propose de faire, qui peut-être va vous changer un petit peu le regard, c'est que souvent, agressivité et violence sont perçus comme des synonymes. Alors, des fois, on y met des petites nuances, ce n'est pas complètement des synonymes, mais bien souvent, on entend l'un pour l'autre, y compris dans les textes officiels. Et là, quand je parle de l'agressivité, je vous parle d'une pulsion biologique. J'en connais 3 autres, qui est la pulsion alimentaire, ce qui nous permet de manger, la pulsion dipsique, c'est ce qui règle qu'on s'hydrate plus ou moins, et la pulsion sexuelle. Donc l'agressivité, elle est, comme toutes ces autres pulsions, régulée par 2 centres complémentaires au niveau de l'hypothalamus. On s'est câblé biologiquement, on n'a rien à y faire, on est avec ça. Et pour le comportement alimentaire, il y a un centre de la satiété et il y a un centre de l'appétit. Il y a un centre de l'agressivité, il y a un centre inhibiteur de l'agressivité dans l'hypothalamus. Et si on regarde la visée de cette pulsion biologique, eh bien, c'est de nous maintenir en sécurité sur le plan physique, on ne se laisse pas massacrer, nous ou nos proches. Sur le plan psychologique, on se sent bien quand on se sent traité comme une personne, comme un sujet, et on se sent mal, et la colère monte en nous. La colère, c'est l'émotion de l'agressivité. Et la colère monte en nous quand on se sent traité comme un objet ou qu'on se sent manipulé. Et la troisième visée, c'est territorial. La sécurité de notre territoire, elle commence par nos affaires, notre sac. Imaginez que je descende, que je commence à fouiller dans votre sac. Vous voyez ce qui monte là, un peu comme de la moutarde à Dijon, qui monte au nez, la colère, c'est l'agressivité. Et puis naturellement, Homo sapiens est très chatouilleux sur ses frontières, sur ses clôtures, sur tout cela. C'est réglé donc par cette pulsion-là. Alors, on peut mesurer l'agressivité grâce à des échelles, notamment celles dans le test d'Achenbach, qui proviennent du DSM-4. Bon, enfin, je laisserai le PowerPoint, je ne sais pas s'il sera accessible après, mais je ne donnerai pas tous les détails qui sont là-dedans. Il y a donc un peu une double lecture, il y a un peu plus de détails au niveau du PowerPoint, et moi, je donne plus d'exemples oralement. Et il existe aussi une catégorie de personnes dont on parle moins, en tout cas à l'école, qui est les jeunes hypoagressifs, c'est-à-dire chez qui l'agressivité a été inhibée, chez qui on a dit au cours de leur éducation qu'être en colère, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose, qu'on a dit à des filles, par exemple, qu'être en colère, c'est pas féminin. Donc, ça entraîne une inhibition de la pulsion, un petit peu comme on peut l'avoir avec l'anorexie pour le comportement alimentaire. Alors, c'était le premier point, donc l'agressivité. Je n'ai pas encore dit ce qu'était la violence, on va y aller progressivement puisque c'est la recherche qui se déroule. Le deuxième élément de ce portrait, ce sont des élèves qui sont fortement anxieux et dépressifs. Alors, si l'agressivité, telle qu'on l'a mesurée, qui est énorme, est au service de la sécurité, si 60% ont plus de 95 sur 100 en agressivité, ça veut dire qu'ils se sentent en sécurité ou pas? C'est une question, parce que comme c'est le moment de la sieste, là. Ils sont en sécurité ou pas? Voilà. Donc c'est important de se rappeler la finalité de l'agressivité, parce que si en nous monte la colère, etc., c'est qu'on est touché quelque part. C'est quelque part, on n'est plus en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on en ait conscience, on ne sent pas forcément exactement comment on a été touché. C'est pour ça que je prendrai un exemple à la fin. D'où le fait que ce n'est pas étonnant qu'en se sentant autant en insécurité, les mesures de l'anxiété-dépression soient elles-mêmes très élevées. Et il faut entendre ces dernières années pour que les pédopsychiatres parlent que derrière la violence, il y a aussi de l'anxiété ou de la dépression.
toujours une petite différence entre les témoins non violents français et canadiens. Et un troisième point qui est sur le fonctionnement cognitif. Ce sont des adolescents qui, désignés comme violents, qui vont plus que les autres mettre à l'extérieur d'eux-mêmes tout ce qui ne va pas dans leur vie. Donc la plupart du temps, ils disent « c'est pas moi, j'ai été provoqué, c'est l'autre qui m'a dit ça, c'est l'autre qui m'a fait ça. » Même chez un enfant de 5 ans, on a eu « je tape dessus parce que maîtresse, il m'a regardé ». Ça suffit pour déclencher. Alors, ce traitement dogmatique sur lequel je reviendrai, ça consiste donc à projeter à l'extérieur ce qu'on ressent. C'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui me gonfle. Qu'est-ce que j'ai mis? Ce prof, il nous prend la tête. Et on a tendance, dans ce cas-là, à stabiliser à l'extrême le contenu de pensée, c'est-à-dire que tout ce qu'on pense a valeur de vérité. Donc ce sont des jeunes qui, plus que les autres, sont dans un hyperconformisme. Et ils vont d'ailleurs, comme le témoignage de Christian Schott ce matin l'a montré, ils sont très déstabilisés par tout ce qui diffère du modèle d'eux-mêmes. Donc ils vont rechercher des jeunes qui parlent comme eux, qui s'habillent comme eux, qui fonctionnent comme eux. Et inversement, quand on diffère trop de ce modèle, et Christian Schott nous a bien montré qu'il en différait, il va augmenter le rejet de la part de ces jeunes-là. Donc, vous vous rappelez les détails qu'il a donnés sur comment il a été traité dans l'école. Et du côté apprentissage, eh bien, on va voir que c'est un inconvénient d'être trop dans le fonctionnement dogmatique, parce que ça va être très dur de faire évoluer ces connaissances, ces représentations, et c'est ce qu'on demande dans l'apprentissage. Avec toujours cette petite différence qui a tendance à s'accroître entre les élèves non violents français et québécois. Donc, je vais vous faire un petit peu le cheminement qu'on a fait, les hypothèses qu'on a fait, où en prenant ensemble tous les tests, on avait donc ce portrait que vous pouvez peut-être déjà voir un petit peu, donc anxieux, dépressif, allergique au changement, difficile pour eux de faire des deuils. Ces adolescents, ils sont impuissants à modifier leur existence, puisque de leur point de vue, ils n'y sont pour rien. Et dans cette situation, ils auraient pu trouver toutes sortes d'anxiolytiques, comme le sont par exemple l'alcool, qui est le premier anxiolytique connu de l'humanité, non remboursé par la Sécu, mais rapportant des taxes à l'État, les drogues, ou tout comportement, qu'on appelle aussi toxicomanie endogène, ou addiction sans drogue, qui aurait fait cet office donc d'anxiolytique. Et nous avons fait l'hypothèse, puis ça a été confirmé par de nombreux témoignages de la part de ces jeunes, comme je donnerai l'exemple de Sylvain, qui, je lui ai demandé comment ça avait commencé. Il était en troisième, il était à son troisième conseil de discipline, qui risquait d'être le dernier dans cet établissement. Et je lui ai dit comment ça a commencé tout ça. Il me disait, moi, avant, j'étais dans mon coin, il était un peu en surpoids, il n'avait pas d'amis. Chez lui, il disait que la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'était qu'on ne s'occupe pas de lui. Et puis un jour, comme ça, fortuitement, il rentre en classe, il balance son cartable, qui glisse sur la table, qui touche la chaise au niveau du dossier, la chaise tombe sur le carrelage, ça fait un grand bruit, et le prof, il fait un bond. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu as ressenti? Il m'a dit, délicieux. Et donc, c'est je vous invite donc à rentrer un petit peu empathiquement d'un point de vue théorique en tout cas, dans la peau de ces élèves, où ils subissent le monde, et là, brusquement, ils se sentent puissants sur le monde parce qu'ils ont réussi à faire peur. Donc, j'ai demandé, et après? Il m'a dit, mais après, on me respectait, traduisons, je faisais peur aux autres, puisque j'avais fait peur aux adultes. Et puis après, je dis, après, j'ai continué. Alors, je lui dis, mais il y a des inconvénients à continuer. Il me dit, oui. Mais c'est comme la cigarette, au début c'est pas terrible, et après on ne peut plus s'en passer. D'où l'idée qu'il avait déjà l'idée que c'était un peu addictif. C'est-à-dire que pour se sentir fort, il avait donc ce besoin de rendre les autres faibles ou d'amener les autres à ressentir de l'inconfort ou un malaise pour lui-même se sentir fort. Et donc,
de cette manière-là, il combattait ce ressenti anxieux et dépressif. Et je suppose que tout le monde ici, à un moment de sa vie, a pu expérimenter ce que c'est que d'être anxieux et dépressif, et à quel moment ça peut être bon un moment d'avoir quelque chose qui nous permet de sortir de l'anxiété et de la dépression, sauf que là, dans ce cas-là, on introduit une dépendance et une addiction. D'où ce changement de regard que je vous propose, en distinguant donc l'agressivité qui serait une pulsion biologique, inhérente à notre statut de mammifère, et la violence qui pourrait être définie a posteriori, c'est-à-dire après ces recherches, comme l'ensemble des comportements. Donc vous voyez, là on ne sépare pas violence verbale, violence physique, violence morale ou autre. L'ensemble des comportements qui résultent du besoin acquis. Alors acquis parce que, à l'époque où on a rédigé cette définition, il y avait encore des biologistes qui cherchaient dans l'ADN des traces de la violence, qui laisseraient penser que la violence est inhérente à l'humanité. Ce qui est inhérente à l'humanité, à tous les mammifères, c'est l'agressivité. Mais pour la violence, jusqu'à présent, je n'ai rien vu en tant que preuve de cela au niveau de notre ADN. Donc du besoin acquis, conscient ou non, c'est là le principal problème, d'ailleurs, que ce ne soit pas conscient, de rendre l'autre ou les autres faibles, inconfortables et impuissants, pour pouvoir soi-même se sentir fort, confortable et puissant. Et vous voyez que là, le sentiment de puissance qu'on a, il faut tout de suite bien voir qu'il est illusoire. On a ce sentiment parce que des autres émettent des signaux de faiblesse ou d'inconfort ou de peur. Imaginons que les autres, qui seraient tous vous ici, vous savez décoder ce qui se passe en face de la violence, vous allez avoir moins peur. Bien sûr, on peut imaginer toutes les situations où finalement on aura peur. Mais dans la plupart du temps, ce changement de regard permet à la violence d'avoir moins peur de la violence. C'est-à-dire de voir derrière la violence, finalement, quelqu'un qui a trouvé ce moyen, alors que d'autres ont trouvé l'alcool, finalement, pour combattre l'anxiété qu'il a au fond de lui-même. Alors, pour terminer ce portrait, la violence se présente donc comme une addiction sans drogue, ce qu'on peut appeler une toxicomanie endogène, qui se traduit comme toutes les addictions, d'un point de vue médical, par la dépendance, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer, ou difficilement, par la prépondérance de la logique d'immédiateté, comme pour un alcoolique, si c'est le vendredi soir, il n'a plus d'alcool et qu'on me dit ben, ça ouvre lundi matin les magasins, ça ne va pas lui aller, l'alcool s'il en a besoin, il le veut tout de suite. Et le toujours plus, ce qui en médecine s'appelle la tolérance, c'est-à-dire il faut augmenter la dose pour avoir le même effet. Donc on peut imaginer pincer sa petite sœur pour la faire crier quand on a 3 ans, pour avoir la même sensation, le même effet, il faudra qu'on est adolescent, mettre une voiture dans une pharmacie. Je prends un exemple parce que ça a été fait, et je ne donne pas d'autres exemples parce que ça pourrait donner une imagination à ceux qui n'en ont pas beaucoup dans ce domaine-là. Alors, je reviens toujours dans ce portrait sur l'importance du fonctionnement plus dogmatique chez ces jeunes désignés comme violents, parce qu'il permet de comprendre quelque chose qui avait déjà été vu au Canada depuis pas mal de temps, qui était l'énorme lien, l'énorme corrélation qu'il y a entre la violence à l'école et l'échec scolaire. Je donne le chiffre de 0,7, le maximum c'est 1, et en sciences humaines, 0,7 c'est énorme. Le fonctionnement dogmatique se traduit par une fermeture de la pensée, par le recours au registre de l'implicite, par une stabilisation, comme je disais tout à l'heure, extrême de la pensée, et par cette propension à généraliser. Quand on sait quelque chose, on généralise à tout, on fait donc des généralisations abusives. Mais ce qui va être plus prépondérant encore, c'est que les émotions qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir, et quand je dis émotions, je dirais l'ensemble de nos ressentis, y compris des ressentis corporels, au lieu de se les attribuer, on les attribue causalement à l'extérieur. Ça nous vient de l'extérieur. C'est ce que fait l'élève quand il dit « ce prof me saoule, me prend la tête ou me gonfle », mais c'est ce que font également les enseignants quand ils disent « les élèves sont insupportables » ou les parents quand ils disent « en ce moment, ma fille,
est insupportable. Vous voyez, c'est pas pareil si elle dit en ce moment ma fille je la supporte plus. Là on rattribue l'origine du ressenti. Il en découle que le fonctionnement dogmatique est peu compatible avec le fonctionnement empathique. Et derrière cela, il y a des recherches qui montrent que plus on est capable d'empathie, moins il y a des risques de comportement violent de notre part, parce que très vite, on est capable de se représenter ce que l'autre ressent, et donc on s'arrête. C'est une régulation qui se fait. Et chez le bourreau, justement, il est coupé de ses émotions, il ne peut pas être en empathie, sauf une empathie cognitive qui lui permet justement de jouer là où ça peut faire mal, mais les cris de la victime, dans ce cas-là, peuvent l'amuser. On est dans la violence. Et idem avec les apprentissages, où pour apprendre, je reviendrai un petit peu dessus à la fin, on est obligé de reprendre ce qu'on sait déjà, le remettre en question, pour le déconstruire en partie et le faire évoluer. Donc si on est trop à stabiliser à l'extrême nos connaissances, on va avoir du mal à les laisser se déstabiliser. Et une traduction de cela dans le langage courant, c'est la critique. Quand on est dans fonction dogmatique, on ne supporte pas la critique. Et on ne supporte pas ceux qui nous critiquent. Deuxième question de recherche, est-ce que la violence des jeunes en lien avec l'échec scolaire constitue un phénomène réversible? Et si oui, comment? Alors, résumé de ce qu'on avait vu. Globalement, ces élèves-là présentent donc un déficit d'autorégulation. Et ce qu'on va leur proposer, c'est appliquer une méthode qui va leur permettre de s'autoréguler et qui devrait donc agir sur les deux symptômes, la violence d'un côté et l'échec scolaire de l'autre. Alors pour cela, on a développé des ateliers de communication sur lesquels je vais tout de suite vous donner très peu de détails, si ce n'est que, en gros, ce n'est pas un truc qui est énorme, ça représentait 20 séances hebdomadaires de 40 minutes. 20 séances, c'était à peu près le maximum qu'on pouvait prévoir sur une année, compte tenu qu'il y a toujours des choses qui empêchent d'en faire plus. Et l'objectif, c'était un entraînement à la pensée non dogmatique pour, je l'ai mis en rouge, arriver donc à penser ce qu'ils sentent et sentir ce qu'ils pensent. Et puis je vous donne tout de suite les résultats. Un mois après la fin des ateliers, on observe, là je vous le dis comme ça tranquillement, mais en fait quand on a eu ces résultats, au début on n'y croyait pas, parce que d'abord on ne comprenait pas comment ça fonctionnait, les premiers en tout cas, et ensuite ça nous paraissait trop beau, donc on a refait les trucs, enfin bref c'était... On a eu en effet une baisse de 60% des conduites agressives, toujours mesurées avec les mêmes tests. Donc on a refait passer les 7 tests, les 300 variables, etc., à tous les élèves, y compris les témoins non violents, donc aux 4 groupes. Baisse 60% d'agressivité, baisse 60% également très significative, donc ça parle à ceux qui connaissent les statistiques, c'est pour dire que ce n'est pas des effets de hasard, des problèmes sociaux, c'est mis entre guillemets parce que ça, ce sont des échelles de mesure des différents tests qu'on a utilisés. Diminution des troubles de l'attention, toujours dans les 60%, de la tendance au retrait, des problèmes extériorisés. Et puis, très important, qu'en est-il de l'anxiété-dépression? Elle a baissé elle aussi de 50%. Et là, en même temps, pour nous, c'était un test dans le test. C'est-à-dire, si l'agressivité avait baissé, mais pas l'anxiété-dépression, on n'aurait plus rien compris, ça ne voulait rien dire nos résultats. Donc il fallait que tout baisse à peu près dans la même proportion. Et une augmentation très significative du nombre de réponses non dogmatiques qui faisaient dans le test qui mesure cela, qu'on avait mis au point au laboratoire. Et là-dedans, il y a même quelque chose qui nous a beaucoup plu, c'est qu'on n'a jamais travaillé dans les ateliers de communication la relation avec les parents. On a travaillé la relation avec les pairs, donc avec les autres élèves. On a travaillé la relation avec les adultes des établissements scolaires, tout azimut, mais on n'a pas travaillé la relation avec les parents.
Or, dans le test teste la relation avec les parents, sur laquelle on n'a pas travaillé. Et on a vu qu'il y a là aussi une augmentation significative de réponses non dogmatiques. Donc ça veut dire qu'il y avait bien transfert de l'apprentissage qui avait été fait dans les ateliers de communication, ce qui nous a beaucoup plu. Et ce n'était pas dans tous les cas, mais on l'a observé quand même souvent, une augmentation des résultats scolaires. Alors une fois qu'on a ça, quand on est chercheur, on est tout content d'avoir ces résultats-là, mais en même temps on est extrêmement embêté parce qu'au début on ne sait pas comment l'expliquer. Alors je vais retourner vers ma discipline d'origine pour essayer de trouver des explications. Donc retour vers le cerveau. Et la question qu'on se pose, c'est finalement comment le cerveau fournit-il à un sujet la possibilité de s'autoréguler. Je mets sujet entre guillemets parce qu'un sujet, une personne, comme dirait Philippe Mérieux, ne se réduit pas à son cerveau. Il y a une réduction qu'on peut appeler matérialiste que je ne fais pas. Donc je continue à parler d'un sujet comme d'une entité qui a un cerveau pour se manifester. Donc comment les ateliers de communication ont-ils permis de mobiliser ce qui est une fonction latente dans chaque être humain, fonction qui est permise par le cerveau? Alors un des premiers besoins dont nous avons besoin aussi bien au niveau des neurones que globalement au niveau du cerveau et pour notre fonctionnement aussi psychologique, c'est un besoin de feedback. Le mot feedback vient de l'anglais, on pourrait le traduire en français rétroaction ou rétrocontrôle. Moi j'aime bien le terme feedback parce qu'il y a to fit, nourrir, et on voit bien que les neurones qui sont privés de feedback sont des neurones qui vont dépérir. Donc ils ont besoin d'être nourris par le fonctionnement synaptique. Ça les maintient, comme disait Olivier Bosler, le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc c'est cette activité-là qui nourrit et qui maintient en vie nos neurones. Alors je vais prendre un exemple tout simple, c'est que si je veux toucher la table ou mon ordinateur, le bord de l'ordinateur avec mon doigt comme ceci, qui est un geste que vous faites tous les jours, mais pour l'accomplir ce geste, il y a plein de feedback sans lequel je ne pourrais pas le faire. J'ai besoin du feedback visuel, c'est-à-dire de pouvoir guider mon geste avec les yeux. J'ai besoin du feedback aussi qui se trouve à l'intérieur des muscles, du bras, de l'épaule et au niveau des articulations, pour savoir dans quelle partie de l'espace se trouve mon bras, pour le diriger comme ça. Donc vous voyez, il y a des gestes qui sont complètement anodins, qui sont automatisés, mais qui seraient complètement impossibles s'il y avait un petit diabotin qui nous privait des feedbacks visuels, proprioceptifs, comme je l'ai dit ici, où nos muscles seraient paralysés, par exemple, au niveau sensoriel. Si on ne sait plus comment nos muscles sont tendus, on ne pourrait pas faire les gestes, ça serait complètement désaccordé, quoi. Et ça, ce n'est pas valable seulement pour la machine biologique que nous sommes, c'est valable également en termes d'autonomie pour une machine informatisée, ou si on prend les robots qui ont été envoyés sur Mars, vous prenez l'historique des robots, et vous avez des robots de plus en plus autonomes, de plus en plus capables de se réparer, de transférer des fonctions sur d'autres parties qui ne sont pas tombées en panne, et ça rappelle énormément la plasticité du cerveau évoquée ce matin. Mais en même temps, on voit qu'au cours historique, la dernière, alors je ne sais pas si c'est la dernière, non, parce qu'il y en a encore une autre qui vient d'arriver, mais l'avant-dernière, Curiosity, elle marche depuis des années, elle est tombée en panne, elle se répare, elle fonctionne avec une partie de son installation, de ses mécanismes qui sont en panne, tout ça parce qu'elle a énormément de capteurs de fonctionnement sur l'environnement externe, mais aussi sur son environnement interne. Et c'est ce nombre de capteurs qui est à l'origine de son autonomie et de sa capacité à se réparer. 3 fonctions, penser, ressentir et percevoir, qui au niveau du cerveau peuvent être considérées comme des actions, comme de me toucher le nez, comme je viens de le faire. Penser mobilise des neurones, ressentir mobilise des neurones, percevoir mobilise des neurones. Mais quel feedback avons-nous sur ces activités-là?
Donc, est-ce que nous avons une capacité à autoréguler notre pensée, une capacité à autoréguler notre perception, une capacité à autoréguler nos ressentis? C'est un petit peu la question que je pose. L'autorégulation consciente me paraît en effet centrale pour un être humain, c'est-à-dire sa liberté, elle est limitée par ce qu'il est capable d'autoréguler. On a parlé ce matin de l'impulsivité, c'est-à-dire de personnes qui avaient une émotion et qui l'agissaient. Là-dedans, il n'y a aucune liberté. Donc pour s'autoréguler, pour grandir, développer son autonomie, qui est la mission principale de l'école, un sujet en devenir, puisque n'importe comment on est loin d'être fini, va avoir besoin de feedback accessible à sa conscience. Et là, je pense à une citation de Caleb Gattegno qui dit que seule la conscience est éducable, et chaque fois qu'on court-circuite la conscience, et regardez comment fonctionnent certaines publicités, eh bien, on rentre dans quelque chose qui ne serait pas de l'apprentissage, mais du conditionnement. Alors, ce qui va être nouveau, c'est de vous présenter l'action de percevoir, l'action de ressentir et l'action de penser comme des actions. Et se poser la question, chacun d'entre nous, quel entraînement on a eu dans notre éducation, en famille, à l'école, ailleurs, pour ces trois actions. Comment on a appris à les autoréguler. Alors je salue dès demain le fait d'introduire très tôt maintenant à l'école des ateliers philo pour que les jeunes se sentent penser, pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs pensées. Pas besoin d'attendre la terminale au lycée pour faire de la philo, et souvent sous une forme indigeste qui vous a peut-être pas laissé des bons souvenirs. Alors, allons dans le cerveau, et je vous fais part d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas compris tout de suite, quand j'ai rencontré des enseignants, que pour eux, la raison et l'affectivité étaient quelque chose qui était dissocié. Parce que venant du monde des neurones, j'étais habitué à avoir des neurones associés au ressenti ou des neurones associés à un fonctionnement cognitif qui sont complètement emmêlés. Alors je vais vous je vais prendre l'exemple du message sensoriel visuel et avec un schéma du cerveau qui est vu de profil. Donc vous avez cette partie ici qui correspond à l'œil. Là, c'est la partie frontale. Derrière, c'est la partie occipitale qu'on a vue ce matin comme étant associée à la vision. Et à l'intérieur du cerveau, toutes ces flèches qui sont représentées, toutes ces doubles flèches qui sont représentées, correspondent à des fibres, c'est-à-dire à des ensembles d'axones, donc de prolongements cellulaires de neurones, qui vont d'une partie à l'autre. Alors là, on apprend souvent à l'école que ça commence dans la rétine. Dans la rétine, il y a plusieurs types de neurones. Et puis l'information va ensuite dans le thalamus, puis dans les aires occipitales, puis dans les aires associatives, puis finalement au niveau des lobes frontaux. Et c'est là que la perception visuelle devient consciente, un peu consciente, pas complètement, mais un peu consciente. Toutes les autres étapes, elles ne sont pas conscientes. Mais il y a ces doubles flèches sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, ce qui veut dire que ce qui est programmé dans le thalamus va interagir sur le fonctionnement de la rétine. Ce qui est programmé dans les aires visuelles va interagir sur le travail du thalamus. Ce matin, Olivier Bossler vous a parlé de Hubel et Wiesel pour une expérience. J'en parle d'une autre qu'ils ont fait ces deux-là. C'est d'élever des petits chats. Les petits chats, ça ouvre les yeux, je crois, la deuxième semaine, dans un environnement visuel plein de barreaux verticaux, sur un motif noir et blanc, mais verticaux. Et ils les ont testés quelques semaines plus tard, et ils ont vu qu'ici, à ce niveau-là, ils étaient devenus aveugles à tous les motifs horizontaux ou obliques. Ça veut donc dire que tout ce qui est programmé ici, dans chacun de ces centres, va fonctionner comme des filtres, et que finalement, percevoir, c'est récupérer de l'information avec tous ces filtres, qui est passé par tous ces filtres, qui se sont construits
au cours de notre existence, qui fait donc qu'ici, chacun a une manière unique de percevoir cette salle. Donc, il y a la façon de Christian Schott qui nous l'a bien écrit ce matin, mais si on pouvait tous venir témoigner, on témoignerait une manière unique de percevoir notre environnement à travers ces filtres. Ça veut dire aussi que l'objectivité pure, eh bien, il faut l'oublier, mais en revanche, avoir des feedbacks sur comment on perçoit, et puis se douter de se dire est-ce que là il n'y a pas un filtre, est-ce que là il n'y a pas un filtre, c'est-à-dire se poser des questions, me paraît une manière de plus cerner l'objectivité, et c'est en gros le travail qu'on fait en science, se poser des questions. Alors il existe également des autres flèches que j'ai mis en plus gras ici, qui relient les neurones associés au ressenti, et pour voir qu'ils se distribuent sur tous ces centres de traitement de l'information que je viens d'évoquer, et en particulier, il y a des fils dopaminergiques ici qui viennent dans la rétine. J'ai lu ça dans un article, à quoi ça sert. Présentement, j'en sais rien, en tout cas, je n'ai pas continué à faire de la bibliographie, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Mais je le signale. C'est-à-dire que ce qu'on ressent va moduler ce qu'on perçoit, et donc va moduler également ce qu'on pense. Donc, ce qui est la pensée ne peut pas être dissociée en ressenti pur et en pensée raisonnable pure. C'est un mélange des deux. Donc, c'est avoir conscience de cela qui me paraît important, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ces élèves. Alors, il y a une partie sur laquelle je vais revenir tout à l'heure avec une autre diapo. On va mettre un coup de zoom ici sur cette relation, vous voyez, avec les deux flèches, entre le cerveau affectif émotionnel, ici, et puis la partie consciente, celle où on a un peu une prise, qu'on appelle les lobes frontaux. Alors, les lobes frontaux, je ne vais pas vous en parler trop, j'ai qu'une diapo, parce que je pourrais y passer des journées. Je vous invite à vous représenter les lobes frontaux comme une cabine de pilotage à investir. Ça veut dire qu'on peut s'en passer des lobes frontaux. Nicolas, je ne sais plus son nom, dont a parlé Olivier ce matin, qui avait avalé une baramine de travers, qui lui avait flingué les lobes frontaux, il pouvait avoir encore une vie, alors que ses lobes frontaux étaient out. Mais vous vous rappelez ce qui a été dit dans le témoignage, on ne le reconnaissait plus. C'est-à-dire, c'était plus la même personne, il ne supportait plus les frustrations, il avait des boulots de responsabilité contre maître, il n'a pas pu les garder, il pouvait juste exécuter un ordre quand on lui disait fais ceci, fais cela, il le faisait. Voyez. Donc ça vous donne déjà une idée de ce à quoi servent les lobes frontaux, c'est-à-dire on peut vivre sans, mais c'est en même temps une cabine de pilotage qui attend qu'on vienne l'investir, c'est-à-dire qui attend l'éducation qui nous permettra d'utiliser cette capacité d'autorégulation potentielle qui s'y trouve. Et à toute vitesse, 6 capacités des lobes frontaux, et on va juste développer la dernière, qui est la capacité à s'autoréguler au niveau émotionnel. Donc, une des premières, c'est celle de pouvoir déclencher un mouvement quand on le souhaite. Je souhaite me mettre l'index sur le nez, je le fais maintenant. Donc, capacité d'avoir des mouvements auto-déclenchés par rapport à des mouvements hétérodéclenchés. Quand il y aura une lampe qui va s'allumer là-bas, je mettrai le doigt. Là, ce n'est pas moi qui le décide, c'est la lampe qui l'a décidé. Et si, quand la lampe s'allume, je mets le doigt ici, je n'ai pas besoin des lobes frontaux. Capacité à se représenter l'absence. C'est-à-dire, on peut très bien chercher dans nos souvenirs quelque chose, donc une perception du passé, une odeur, un morceau de musique, des paroles, un paysage, un visage, et on peut l'évoquer, et donc aller chercher dans le passé des choses-là. Simuler l'avenir, c'est-à-dire qu'on peut se représenter demain, après-demain, et un mois, ou un an, ou 2 ans, et se dire, tiens, pendant cette période-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je voudrais faire, je me sentirais bien si, etc. Se faire une représentation de l'avenir. On peut également inventer des solutions nouvelles, et ça c'est possible par cette fonction des lobes frontaux qui permet d'inhiber
Ce matin, la fonction d'inhibition avait été rappelée, d'inhiber ce qui avait été une réponse correcte à un moment donné, d'inhiber cette réponse pour s'ouvrir à autre chose, et ça s'appelle l'apprentissage. Donc les lobes frontaux nous permettent justement l'apprentissage, et quand chez les personnes qui ont des maladies neurodégénératives, où les lobes frontaux ont été touchés, souvent ça arrive, justement ils ne peuvent plus faire d'apprentissage, ils restent bloqués. Ils restent bloqués aux automatismes qu'ils ont déjà. Et la cinquième, c'est de diriger et de maintenir notre attention en fonction de nos projets, de nos décisions et de nos motivations. Selon comment on est motivé, on ne regarde pas la même chose, on n'est pas attiré par la même chose, etc. Et je disais entre midi et deux, et c'est cette fonction-là que la société actuelle, qui est une société, je dirais, très addictogène, qui cultive le fait de zapper quand ça devient difficile. Là-dessus, il faudrait entraîner un peu plus les jeunes à rester en contact avec quelque chose qui est difficile, donc garder l'attention, parce que finalement, s'ils y restent assez de temps, tous les apprentissages scolaires sont possibles. Mais c'est une question de rester attentif au problème. Et la dernière, que j'ai mis à part parce que je vais y passer un peu plus de temps, qui est la possibilité de réguler nos émotions et de les réfréner, au contraire de les laisser s'exprimer. Alors, la liberté, elle est justement là. C'est-à-dire, si je suis conscient de mes émotions, avec mes lobes frontaux, je peux faire le choix soit de l'inhiber, si par exemple j'avais une profonde tristesse parce que je pense à un ami décédé, etc., je vois la tristesse en moi, je suis conscient, je l'inhibe, et à ce moment-là, je vais pouvoir continuer à faire cette conférence. Parce que sinon, on va le voir après, l'émotion va prendre trop de place et je ne pourrai plus parler, comme on le fait chaque fois qu'on est triste. Pareil pour un plaisir. Donc on peut choisir de laisser tristesse ou plaisir se manifester en nous, ou au contraire, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le lieu, puis je ne veux pas, freiner. C'est cette liberté-là, que je détaille un petit peu, que nous donnent les lobes frontaux si on les utilise comme ça. Donc si l'éducation le favorise, on va avoir 3 prises sur le temps, 2 prises sur l'espace et la possibilité de pouvoir s'autoréguler sur le plan émotionnel. Je mets le coup de zoom dont je vous parlais. En vert, ce sont les fibres nerveuses qui vont dans le sens, l'information va dans le sens lobes frontaux, cerveau affectif émotionnel. Et vous voyez le signe moins, ça veut dire que c'est inhibiteur. Et dans l'autre sens, les neurones du cerveau affectif émotionnel vers les lobes frontaux, et vous voyez que ce sont aussi des fibres inhibitrices. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, s'il y a quelque chose vraiment d'essentiel à comprendre au niveau éducatif, ça se situe ici. Parce que c'est 2 rôles inhibiteurs qui sont à l'origine de la liberté qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire laisser une émotion s'exprimer ou au contraire ne pas la laisser s'exprimer. Mais on voit que si on attend trop, si l'émotion est devenue trop intense, l'organe qui nous permettrait d'inhiber ces émotions, il est lui-même inhibé. Ça va ou j'ai endormi tout le monde ou j'ai perdu tout le monde ? Il y a un petit truc à piger, hein, c'est une double inhibition. Et inversement, si on prend trop l'habitude d'inhiber nos émotions, ce qu'on va avoir chez les élèves désignés comme violents, eh bien, ils ne sont plus en contact avec leurs émotions. Donc, plus d'empathie possible. Alors, on peut voir ça autrement. C'est la même chose, mais je vous la présente autrement. Comme un axe ici, et vous voyez qu'on arrive à la notion de feedback avec cet indicateur, qu'on appelait indicateur émotionnel, où être vivant, c'est finalement constater et accepter qu'à chaque instant de notre vie, on est plein d'émotions. Ce qui va varier ici, c'est l'intensité, le 100% désagréable ou le 100% agréable. Le fait que ça soit assuré, de plus en plus, traduit le fait que plus ces émotions vont être intenses, plus elles vont inhiber nos lobes frontaux. Donc, moins on aura la possibilité de récupérer, de se contrôler. Donc, ça peut être très agréable de perdre le contrôle si on l'a choisi. Sinon, on le subit.
appelle ça un pétage de plomb. Alors, ça montre aussi, ça peut être inconfortant, que quand on se sent mal, il y a un maximum compatible avec les neurones. D'ailleurs, les bourreaux le savent bien parce qu'ils disent c'est plus la peine de lui faire mal ou de lui tordre quelque chose, il ne sent plus rien maintenant. Donc on a atteint le fond. Donc quand on est mal, c'est une bonne nouvelle, c'est que la piscine a un fond. On ne peut pas aller plus bas que le fond de la piscine. Mais pareil aussi pour le plaisir. C'est-à-dire que prenez tout ce qui vous fait plaisir, le chocolat, le foie gras, tel ou tel compagnon ou compagne, mettez tout ensemble, un bon film, etc. Vous n'aurez pas plus de plaisir en mettant tous à la fois, il y a un maximum. Alors, l'idée, c'est donc, que nous avons fait dans ces ateliers de communication, c'est de permettre à ces jeunes de recontacter ce qu'ils ressentent et de pouvoir suivre en temps réel en eux quand ça monte, quand ça va déborder, de façon qu'ils puissent, avant que ça déborde, de pouvoir réajuster et s'autoréguler. Et un petit mécanisme psychologique, c'est que quand ça déborde, donc quand nos lobes frontaux sont inhibés, c'est là qu'on est amené à projeter nos émotions sur le monde extérieur, et ça peut aller pratiquement jusqu'à l'hallucination. Donc les émotions qu'on ressent sont réelles, mais elles ne sont plus en contact avec la réalité. Quand vous payez, je ne sais pas combien, 7, 8, 10 euros pour aller voir un film, à un moment donné, vous avez des émotions très fortes, que je ne décrirai pas, d'ailleurs, j'ai plus le temps, des émotions très fortes, mais elles sont réelles, ces émotions, mais elles ne sont pas en contact avec la réalité. La réalité, c'est des photons qui s'agitent sur un écran. Et sinon, vous êtes toujours assis dans un fauteuil. Donc, ce n'est pas vous qui recevez des coups de poing ou qui en donnez, ce n'est pas vous qui embrassez ou qui êtes embrassé, etc. Ça s'appelle la projection. Alors, l'idée, c'est pour penser ce que l'on ressent, maintenant, donc on va avoir besoin de feedback plus précis. Et je vais pas trop rentrer dans le détail, si ce n'est de dire que d'un point de vue neurobiologique, on connaît les circuits de renforcement positif et négatif. Ce sont des circuits qui facilitent la répétition, qui sont perçus comme agréables, et négatifs, c'est ceux qui permettent de changer de comportement, qui sont perçus comme anxiogènes. Et c'est ces circuits qu'on va proposer de voir, dans ces circuits, on va voir 3 sortes de fonctionnement de ces circuits. La motivation de sécurisation, la motivation d'innovation, et une 3e modalité de fonctionnement, la motivation d'addiction. Et ce qui sera appelé en médecine toxicomanie, c'est quand ce 3e système de motivation a pris toute la place et qui ne laisse plus de place à rien d'autre. Donc le terme système désigne tous les ressentis, comme on l'a vu, avec la double flèche et le curseur au-dessus. Donc de ces systèmes de motivation vont découler des valeurs différentes. Le SM1, motivation de sécurisation, nous pousse vers les situations déjà connues, on se sent en sécurité, donc d'aller rencontrer des gens qui pensent comme nous, qui mangent comme nous, qui ont les mêmes valeurs. Donc tout ce qui se touche à la sécurité et à la stabilité, et on se sent bien avec ça, on a du plaisir là-dedans. Et au contraire, quand on perd ça, par exemple dans les apprentissages, quand on perd, ça fait un peu peur. Le SM2, motivation d'innovation, c'est ce qui nous pousse à explorer, à résoudre des problèmes, qui nous pousse à aller vers les défis, à aller rechercher des gens qui ne pensent pas comme nous, justement, qui nous offrent une autre façon de voir le monde. Et je me suis régalé ce matin en écoutant Christian. Ce désir, il nous conduit à accepter comme valeur tout ce qui promeut l'autonomie, l'individuation. L'individuation, c'est le terme de Jung qui veut dire la maturation psychologique. Et au contraire, ce qui fait valeur quand c'est la motivation d'addiction, quand on est là-dedans, ce qui compte, c'est pour moi tout de suite et toujours plus, et les valeurs qui en découlent, c'est l'individualisme et l'irresponsabilité. Donc vous voyez qu'il peut y avoir un antagonisme fort entre le SM1P et le SM2, alors que le SM1 et le SM2 sont complémentaires. C'est quand on se sent en sécurité qu'on peut prendre le risque d'apprendre.
Alors ces trois indicateurs, ça se représente comme ceci, et c'est un petit peu ce qui va être donné à expérimenter aux jeunes, c'est-à-dire qu'ils puissent repérer dans quel système de motivation ils se trouvent, et quand ils se trouvent mal, c'est dans quel système de motivation. Du coup, quand ils vont réussir des apprentissages, ils vont pouvoir repérer le plaisir qu'il y a en SM2, et ce plaisir-là va leur permettre de lâcher le plaisir addictif de la violence. Il va y avoir également, mais je n'ai pas beaucoup le temps de le détailler, l'entraînement à la pensée non dogmatique. J'espère que vous aurez le goût, l'envie pour aller en savoir plus. C'est donc de sentir les déplacements de la pensée quand celle-ci se ferme, se dogmatise, et quand elle s'ouvre ou quand elle devient non dogmatique et réflexive. Le but, c'est de sentir ce que l'on pense. Et il y a 4 indicateurs dans la grille que je vais vous montrer pendant 30 secondes. Et ça se rajoute donc aux 3 qui ont déjà été donnés. On arrive donc à 7. Et c'est avec ces 7 indicateurs, sources de feedback, que nous allons donc faire les ateliers de communication. La grille, je vous la montre juste là. La pensée dogmatique, elle est repérée comme étant du registre de l'implicite. Tout est sous forme de vérité, de généralisation abusive avec des projections. Et de l'autre côté, la pensée ouverte non dogmatique, on fait un effort pour expliciter, définir de quoi parlons-nous. On essaye de suspendre son jugement, d'utiliser le conditionnel, peut-être, il me semble, chaque fois qu'on n'est pas complètement certain. On va chercher plutôt les contre-exemples, plutôt que de faire des généralisations abusives. Et on va prendre en compte nos désirs et nos peurs, parce que nos désirs et nos peurs modifient notre pensée. Elles peuvent la minorer, elles peuvent la majorer, la rationaliser, d'autant plus qu'il y a 3 sortes de désirs, SM1, SM2, SM1P, et 3 sortes de peur ou de frustration, SM1, SM2, SM1P. Donc c'est un petit peu cet entraînement-là qui va être proposé, avec se sentir à l'aise dans ces mouvements qui sont comme de respiration, entre la pensée fermée, la pensée ouverte, la pensée fermée. Et c'est ce mouvement-là qu'on va retrouver dans l'apprentissage, avec ici la courbe de l'apprentissage, où au début, avant un apprentissage, on est dans le connu, la sécurité, et puis il faut perdre cela, il faut renoncer à cela, donc ça fait un peu peur en motivation de sécurisation. Et puis si on reste ici avec le problème à résoudre assez longtemps, on arrive à le résoudre, et c'est la motivation d'innovation qui prend le relais. Je sais que je sais, c'est le cri d'Archimède, Eureka. Et puis après, on ne reste pas perché, sinon c'est la psychiatrie. On redevient à cet état un peu intermédiaire dans lequel on a toujours des émotions. Et vous voyez que c'est la même respiration, c'est-à-dire je déstabilise, je restabilise, je déstabilise, je restabilise. C'est un peu le mouvement de l'apprentissage tout au long de la vie. Et on est bien équipé pour faire ça. Je vais prendre donc l'exemple qui est parti d'un dialogue qu'on avait avec les jeunes, un atelier de communication, et on leur demandait s'ils pouvaient donner des exemples de relations qui se sont mal passées. Là, c'était avec les enseignants. Et il y a un des élèves qui nous a dit, une relation qui s'est très mal passée pour moi, c'est quand il y a un prof qui m'a dit, tu ressembles de plus en plus à ton écriture. Oui, je l'ai pris, on est au sud de Valence, là. Et alors, en même temps, j'insiste sur le fait que, vous voyez que la phrase, elle est relativement banale. Mais quand on lui demande qu'est-ce qu'il a ressenti, il a dit j'ai envie de lui exploser la figure, il n'a pas dit la figure, de lui crever les pneus de sa voiture, etc. etc. Enfin, c'était énorme et ça avait l'air complètement disproportionné. Donc nous, on s'est dit que s'il a une réaction aussi disproportionnée, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Et on a aidé à identifier pourquoi il se met dans pourquoi il se met dans cet état-là, où est-ce qu'il a été touché finalement. Donc vous voyez, cette installation de monter à la conscience, donc à la disposition des lobes frontaux sur le plan fonctionnel, c'est ressenti propre qu'il n'a pas lui-même identifié. Et il va en trouver 2, c'est l'humiliation et l'injustice. Donc le travail après, c'était qu'il puisse dire en filmant la scène avec un élève qui jouait le rôle de caméraman, un élève qui jouait le prof et lui qui jouait son rôle d'élève, il a été amené à faire une phrase non dogmatique. Quand monsieur vous me dites que, etc., je me sens humilié
parce que moi, je ne suis pas une trace écrite, je suis pas, enfin, il n'a pas dit trace écrite, mais il l'a expliqué. Et d'autre part, je trouve ça complètement injuste parce que les profs peuvent nous dire des choses comme ça, mais nous, on ne peut rien dire parce que on est puni dès qu'on répond ou on réplique quelque chose. Donc c'est complètement injuste. Et là, ce qui était très chouette, c'était de le voir, il était filmé, et il se redresse, il se tient bien, c'est plus le même, quoi. Il a trouvé une autre façon de s'affirmer, qui est justement qui n'est pas une forme de soumission. Il a fait, techniquement, il a confronté autrui avec l'effet qu'a eu sur lui ses comportements. Et cette nouvelle formulation correspond donc directement à un investissement de la pensée non dogmatique. Alors, le risque avec la violence, c'est celui de l'addiction, puisque celle-ci fournit un sentiment de puissance illusoire, mais elle diminue l'anxiété. Donc c'est un risque réel que nous courons dans nos sociétés. Et l'affirmation de soi non violente, elle permet de se sentir puissant, mais dans la réalité, et sortir de la peur grâce à la motivation d'innovation. Et cette autorégulation, elle s'apprend, et comme pour un apprentissage, ça fait peur au début. Donc l'agressivité fonctionne toujours quand on fait une affirmation de soi non violente. Mais elle a un cadre qui est socialement acceptable, qui utilise le langage. C'est la grosse différence. Donc il y a un apprentissage qui permet de faire ça, et elle atteint son objectif biologique, qui est nous maintenir en sécurité. Mais avec comme motivation, la motivation de sécurisation et la motivation dans ce cas-là, et plus la motivation d'addiction. Donc vous voyez, si on peut parler de transformation de la violence, c'est permettre de changer de système de motivation, parce que changer contre rien, vous savez, un sevrage, c'est très difficile à vivre. Et par cet usage, donc je termine mon propos sur ce que je voulais vous dire cet après-midi, puis il y a une autre conclusion. Par cet usage de l'agressivité, le jeune peut exister comme un sujet, c'est-à-dire se manifester au monde avec toutes ses dimensions, faire respecter ses besoins, en tout cas en parler, et donc se rendre ferme, comme l'indique le terme affirmation de soi non violente. Alors pour aller plus loin, mais là je vais pas le faire, c'était la troisième question de recherche qui se sont dit c'est tellement compliqué de faire ça avec des élèves une fois que la violence est installée, et on a quand même une impression d'accompagner des stages post-cure aux produits opiacés avec ces jeunes. Est-ce qu'on pourrait pas, ça ne serait pas plus profitable que l'école puisse prévenir la violence et l'échec scolaire, et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une formation des enseignants mesurable en termes d'augmentation de l'empathie chez les élèves qui serait praticable? Donc, on y a passé 10 ans au laboratoire, les 10 dernières années avant que je prenne ma retraite. Et en gros, l'apprentissage réussi, c'est l'antidote. C'est ce qui permet de prévenir la violence, parce que chaque fois qu'on alimente le SM2, on coupe le vent au SM1P. Mais le problème, c'est que très vite dans le système scolaire, certains élèves vont se considérer comme mauvais. Si vous en connaissez, il y en a beaucoup qui disent « moi je suis nul, moi je suis ci, moi je suis là ». Et s'ils sont persuadés de cela, ils ont à ce moment-là une sorte de prédicat autoréalisateur. Et la dernière possibilité avec le cerveau que nous avons d'avoir du plaisir, ça sera justement l'addiction, puisque se faire reconnaître par l'entourage et se faire accepter, ça ne marchera plus, donc pas de plaisir SM1, ils n'auront pas le plaisir de réussir SM2, donc il ne reste plus que le SM1P pour avoir du plaisir. Alors j'avais prévu de vous donner de la littérature, c'est peu modeste, mais je dirais c'est important, peut-être si vous avez envie de continuer, que vous trouviez un endroit pour le continuer. Ça s'appelle, si vous voulez, une synthèse sur la recherche, c'est Transformer la violence. Et il y a un manuel plus précis pour les enseignants qui sont justement d'essayer de repérer des clés pour permettre aux élèves de se remotiver. Mais vous voyez que la question est déjà différente. Ce n'est pas pour motiver les élèves, c'est pour permettre aux élèves de se remotiver. Et je vous remercie pour votre attention.